Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, on voit l'ensemble des participants qui commencent à arriver. On espère que vous nous entendez bien. Bienvenue dans ce webinaire qui va traiter des dons en ligne au profit des associations. Jean-François, ça a coupé Oui. un peu. D'accord. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on tient à vous dire que vous avez un chat où vous pouvez tout à fait échanger si vous avez certaines remarques. Et puis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. On essaiera d'y répondre à la fin de ce webinaire. Et si on n'y arrive pas, eh bien, on reviendra vers vous par la suite. Voilà. Enfin, si vous avez des remarques techniques ou des précisions à apporter, n'hésitez pas. On sait que c'est un sujet qui est toujours soumis à interprétation ou autre, donc n'hésitez pas à ouvrir les débats puisqu'il y en a. Alors, en préambule, on voulait revenir sur pourquoi le choix des dons en ligne. Il faut savoir que la crise sanitaire, on est encore en train de la vivre. 78% des associations et fondations ont ressenti un effet économique significatif pendant l'année 2020-2021 en lien avec la crise Covid. Et quand on regarde un peu plus le détail, donc, on voit que 40% d'entre elles, donc c'est une étude sur les dirigeants d'associations, ont ressenti une perte d'activité significative. Alors, il n'est pas précisé si c'est des dons ou si c'est des cotisations, mais on voit bien qu'il y a un effet. Le maintien des bénéficiaires, des adhérents et des donateurs est pour 68% des interrogés, donc c'est quelque chose qui a été fait à l'été 2021, un enjeu pour l'année 2022. Donc on voit bien que la crise sanitaire a eu un impact sans précédent sur le comportement des Français et sur leur manière de donner. Et au milieu de tout ça, le numérique est venu influer sur les échanges au quotidien et est venu monopoliser finalement pendant une période ces échanges. En conséquence, les dons en ligne ont été dopés, ce qui est quelque chose de positif. Les confinements successifs ont amené les donateurs à changer la manière de donner. Et on a même vu des événements en ligne organisés par des associations. Alors, la question qu'on se pose pour les associations, c'est comment les petites et moyennes associations vont pouvoir se saisir de ce sujet et trouver des opportunités par le numérique et les dons en ligne pour retrouver et réinventer leur mode de financement, puisque le mode de financement par don direct est moins présent puisqu'il y a moins d'événements. Est-ce que les associations sont bien armées? Qu'est-ce qu'il existe comme outil? Quels sont les points de vigilance fiscale, comptable, sociale, juridique? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, merci à tous de suivre ce webinaire. On va vous donner un petit peu le menu de ce dont on va parler. D'abord, on va essayer de redéfinir ce que c'est qu'un don. On va faire un état des lieux de ce qu'il y a, des bonnes pratiques sur les dons en France. On vous parlera des outils que peuvent utiliser les associations pour recevoir des dons, notamment les plateformes en ligne, qui sont aujourd'hui devenues très présentes, avec des opportunités et des risques qu'on essaiera de vous mettre en avant. On va rappeler la question d'appel à la générosité publique et de toutes les conséquences liées à cela. On fera un point sur la fiscalité des dons, puisqu'il y a des nouvelles réformes qui viennent d'arriver qui sont importantes. Et on terminera par différents points de vigilance sur les dons à l'étranger, sur la loi du 24 août, sur la RGPD, sur la lutte anti-blanchiment. Alors à mes côtés, j'ai la chance d'avoir JN et Delphine, donc JN Alibé et Delphine Lubriani, qui font partie du comité association de l'Ordre d'Île-de-France. Donc moi, je suis Jean-François Cotin, qui a la chance d'animer ce comité, que je salue. Donc c'est une vingtaine de personnes qui travaillent bénévolement pour publier des articles techniques, pour essayer de vous aider sur ce type de webinaire, sur des questions qui peuvent se poser dans vos dossiers. Et enfin, pour essayer de mettre en avant les experts comptables auprès du monde associatif
dans tous les sujets sur lesquels on peut accompagner. Alors, avant de laisser la parole sur la définition du don, je vais vous demander 1 minute de prendre un petit papier et d'écrire 3 choses, 3 chiffres, juste pour vous faire votre propre diagnostic de vos dons en ligne. D'abord, vous allez écrire un premier chiffre, combien vous donnez par an. Je ne vous demande pas la réponse, ne vous inquiétez pas. Prenez le temps de vous dire, bon ben voilà, quel est le montant que je donne par an à des associations, à titre personnel ou entreprise. Je vous laisse faire cette analyse. Une fois que vous avez fait ça, je sais que ça prend un peu de temps, et ben vous allez faire une deuxième chose, c'est que vous allez essayer de déterminer le pourcentage de dons que vous avez effectués en ligne cette année. Donc, essayez de réfléchir à combien de dons vous avez fait directement en ligne sur ce pourcentage. Ça permettra finalement de voir comment vous donnez, et si on voulait être exhaustif, on ferait la définition dans le temps. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous permet de savoir où vous en êtes au niveau des dons en ligne, et je vais donner la parole pour parler des définitions des dons à Delphine. Oui, merci Jean-François. Si tu peux juste avancer le diaporama. Alors, nous allons démarrer par la définition du don. C'est important là, pour savoir de quoi on parle exactement. Donc, si on prend le site officiel de l'administration, il nous définit le don comme autant des sommes que les associations peuvent recevoir pour subvenir à leurs besoins. Des dons manuels, donc littéralement des dons de la main à la main. Et là, on parle des dons des particuliers. Ces dons sont sans contrepartie. On reviendra sur cette notion de sans contrepartie. Quand on parle de dons, on parle aussi de mécénat, donc le mécénat financier, donc en numéraire, du mécénat en nature, ça peut être des mises à disposition de biens, du mécénat de compétences, ça va être de la mise à disposition de main-d'œuvre, de prestations de services. Et là, on parle de personnes morales. Donc toujours en soutien et sans contrepartie, personnes morales qui versent. On parle aussi de legs. Donc là, on est sur un don à travers un testament. Donc c'est un don qui n'est plus du vivant du donateur. Les associations, elles ont tout le droit de collecter les dons. Il suffit qu'elles soient déclarées en préfecture, donc elles existent. Et on verra la notion d'intérêt général. Ce qu'elle offre en supplément, c'est la possibilité d'émettre les reçus fiscaux. Pour les legs, il faut aussi des autorisations particulières pour les associations. Et évidemment, on reviendra aussi sur la notion d'appel à la générosité du public qu'implique la collecte de dons, puisque cette notion, elle a évolué dans le temps et il y a des nouvelles particularités ou précisions qui ont été apportées récemment. Alors là, on vient d'évoquer ce que sont les dons. On va évoquer ce que ne sont pas les dons. Alors, on entend parler de financement participatif, par exemple, et là, JN peut-être peut nous expliquer ce que c'est. En fait, oui. Bonjour. Lorsqu'on parle de dons, on revient souvent à la notion du financement participatif. Le financement, ce qu'il faut retenir, c'est que le financement participatif recouvre plusieurs types de financement. Et en fait, pour faire la distinction entre les différents types de ce financement, on fait référence surtout à l'intention libérale. Le don est un type de financement participatif et la particularité de ce financement, c'est qu'il n'y a pas une contrepartie. Le financement participatif, il recouvre notamment les prêts et les investissements et les dons, et qui se distingue par l'intention libérale.
Donc, une association, elle peut choisir, et ça, c'est un point qu'on va aborder plus en détail après. L'association, elle peut choisir d'octroyer des contreparties à ses donateurs afin de les remercier et de les fidéliser, sauf que ces contreparties doivent être symboliques. Et on va plus tard justement voir la définition de cette contrepartie symbolique pour ne pas mettre en cause le caractère libéral du don. Merci Gilliane. Voilà, le financement participatif, c'est plus large que le don, on l'a compris. Et c'est un système réglementé. Hein, voilà, c'est pas juste un don en ligne. Alors, comme le disait Gilliane également, dès qu'on a une contrepartie ou que le donateur retire un bénéfice de son versement, on ne va plus forcément parler de don et on parlera de partenariat ou parrainage. Donc là, on est sur un soutien matériel qui va être apporté, mais le donateur ou le prestataire ou le partenaire va en retirer un bénéfice direct. Donc là, sur l'avantage fiscal, lui, ce sera juste la déductibilité classique de droit commun dans ses comptes pour la prestation versée. On évoque aussi des produits partage ou les transformations de points de fidélité ou les arrondis. Donc là aussi, c'est pas du don. On n'est pas dans la définition du don. On est là véritablement sur des techniques marketing qui sont assimilées au parrainage que l'on vient de voir. Donc voilà pour les différentes définitions du don, du mécénat, les contreparties, sans contrepartie. Et je vais passer la parole à Jeanne qui va nous faire l'état des lieux et bonnes pratiques des dons en France. Pour le traitement de notre thématique, nous nous sommes appuyés sur deux sources d'informations. Le baromètre de la générosité 2020 publié par France Générosité et le sondage effectué par l'Observatoire national et régional de générosité publié en décembre 2021. Selon la première source d'information, le baromètre de la générosité 2020, nous avons noté une forte progression des dons en ligne de 72%. Cette augmentation s'explique notamment par l'arrêt des campagnes de collecte face à face, où on déploie la collecte sur le terrain, la résonance du digital en 2020, intimement liée au confinement successif. Ce chiffre, il met en évidence le potentiel que représentent les dons en ligne en tant que ressource de financement pour les associations de petite et de moyenne taille, comme évoqué par Jean-François tout à l'heure. Delphine, elle vous présentera plus loin les outils qui peuvent être utilisés pour mettre en place les collectes digitalisées de dons. Donc ça, c'était pour la première source d'information. Pour la deuxième, nous avons analysé le sondage de l'Observatoire en mettant en évidence 4 thématiques. La première thématique, c'est l'évolution générale de la générosité. La deuxième thématique, la portée de la cause soutenue. La troisième thématique, la tendance à venir pour l'orientation des dons. Et la dernière, c'est les causes soutenues par les personnes sondées. Pour la première thématique, à savoir l'évolution générale, on a constaté que 62% des personnes sondées affirment qu'elles vont faire autant de dons. 9% soutiennent qu'elles ont fait plus de dons. Est-ce que la digitalisation des dons a aidé, explique en partie cette évolution? La réponse est oui, parce qu'il y a plus de facilité à faire justement la démarche de donner.
On revient encore en évoquant cette thématique sur le potentiel pour les petites et les moyennes associations en matière de dons en ligne qui constituent réellement une ressource potentielle pour le financement de ces activités. Pour le ciblage géographique, on aborde justement cette thématique à travers la portée. Nous constatons que les causes locales viennent en tête de liste. Qui dit cause locale, c'est forcément en grande partie les petites et les moyennes associations qui sont intéressées ou qui sont justement intéressées par justement cette thématique. Pour les tendances à venir, on note que la proximité est devenue une donnée très importante pour les intentions des donateurs. Ils sont plus sensibilisés aux causes locales qui peuvent être soutenues par les petites et les moyennes associations. Enfin, en matière de causes privilégiées, la recherche médicale, elle reste en tête de liste. C'est pas une surprise, ça fait partie des traditions des donateurs français. Mais justement, cela n'exclut pas les causes qui peuvent être défendues par les associations dites de proximité. Et je laisse la parole à Jean-François. Jean-François, oui, on ne t'entend pas, Jean-François. Oui. Ah pardon, est-ce que vous m'entendez? Le son avait été coupé. C'est bon? Bon. Il est vrai que c'est très intéressant d'observer ces tendances et nous, on pense qu'un des rôles de l'expert comptable sur cette question de dons en ligne, c'est de sensibiliser sur les bonnes pratiques, les tendances pour permettre à des associations qui vont peut-être finalement sortir du giron parce que le sujet est moins sociétal qu'il ne l'était, de réagir et de mettre en place des campagnes de dons. Alors, on verra après qu'une campagne de dons, ça s'organise et Delphine va nous expliquer ça en détail avec des outils. Moi, ce que je voulais dire sur la tendance générale, c'est comme l'a montré Gienne, on voit bien que clairement le don en ligne est devenu un must. Et plus généralement, la campagne de dons, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important parce que c'est l'autonomie d'une association. Si elle arrive à fédérer de façon annuelle et à organiser, elle prend une certaine forme d'autonomie par rapport à un tiers subventionneur, par rapport à un grand donateur ou une entreprise qui va pouvoir l'aider. Donc, 4 points importants à noter quand on fait une campagne. Le premier, il y a des périodes. Globalement, les gens donnent pour 2/3 des dons, c'est soit en fin d'année, juste avant Noël pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale, soit une fois qu'ils ont reçu leurs impôts au printemps ou qu'ils s'apprêtent à les faire. Donc, ayez en tête que ces 2 périodes-là, c'est des périodes propices pour attirer des donateurs. D'autre part, si vous voulez donner, pensez que même si vous êtes dans une campagne de dons en ligne, ça se structure d'un point de vue fiscal. Est-ce que vous voulez recevoir des dons à l'impôt sur le revenu? Est-ce que vous voulez recevoir des dons qui bénéficient d'une réduction fiscale IFI? Est-ce que vous voulez recevoir des dons qui bénéficient d'une réduction fiscale sur l'impôt société? C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes outils, c'est pas la même information. Donc, ayez en tête que vos clients ou vous, dirigeants d'association, vous devez savoir ce que vous voulez récupérer comme don et quel type de don fiscal. À noter sur l'impôt société, on voit une évolution. Alors, c'est pas précisé ici puisqu'on est sur les comportements des personnes physiques, mais on observe une hausse structurelle des dons des personnes morales parce que ça commence à être intéressant pour leur politique RSE et pour aussi, il y a une facilitation finalement, les réformes sur l'impôt société ont facilité la lecture des crédits d'impôt, ce qui fait qu'on voit une hausse. Donc, vous avez peut-être une population à aller chercher ici. Numéro 3, pensez à avoir des modalités de collecte simples et une organisation. Donc, il faut savoir à quel réseau, quel est l'objectif, combien vous voulez collecter
et combien de temps va être la période de donation. On ne dit pas venez donner, vous pouvez le faire toute l'année, ça marche moins bien que quand on travaille en mode projet. Et enfin, le dernier point, et c'est un point qui sera réévoqué, vous voyez ici que les chiffres que vous a présentés Jeanne, c'est une analyse quand même assez détaillée du comportement des donateurs. Nous, on vous invite à conseiller vos clients ou à vous le faire en interne. Faites une analyse de vos dons. Combien de dons ont été reçus cette année, l'année dernière, l'année d'avant? Quel est le profil des donateurs? Est-ce qu'ils ont 90 ans? Est-ce qu'ils ont 20 ans? C'est pas le même niveau de risque. Combien sont les dons en moyenne? Et enfin, si vous avez un outil de CRM, donc si vous avez un peu plus d'analyse sur les donateurs, d'où viennent les donateurs pour pouvoir savoir quand vous ferez de prochaines campagnes de dons, comment vous les attirez le mieux. Donc voilà, tout ça, c'est des petits commentaires qui convient de bien avoir en tête parce que derrière l'analyse des chiffres, il y a comment les faire évoluer. Et si vous n'avez pas ces éléments, vous ne serez pas capable d'emmener vos clients ou votre association sur cette partie-là. Alors, sur les causes privilégiées, et on terminera là-dessus, comme on l'a dit Jeanne, c'est clairement la santé qui prend le lead. Avec un tout petit commentaire sur ce point-là, vous avez des associations qui peuvent avoir des problématiques liées à la crise sanitaire. N'hésitez pas à solliciter sur des projets spécifiques liés à la cause sanitaire, puisqu'on voit bien dans les chiffres qui ont été présentés que c'est une cause qui attire. Maintenant, je vais laisser la parole à Delphine qui va vous parler un petit peu des outils, parce que c'est très bien de savoir comment ça se passe, mais il faudrait qu'on sache comment concrètement faire des dons en ligne. Delphine, à toi la parole. Oui, merci Jean-François. Et on a bien compris là, avec ce que tu viens de dire que en interne, une campagne de dons, d'abord ça va se réfléchir sur le fond, hein, c'est-à-dire que ça, quel est le projet qui correspond à l'objet de l'association, quelle image l'association va donner à travers le lancement de cette campagne. Et puis derrière, ça va mobiliser des compétences techniques. Hein. En interne, c'est une vraie gestion de projet. Hein. Jean-François aussi, tu peux avancer le dérouler. Et on voit que ça va mobiliser des moyens humains, des moyens techniques. Et il faudra aussi avoir en tête, et Jean-François y reviendra, la notion évidemment de réglementation de la protection des données, la RGPD. Alors, on va pas rentrer dans le détail, hein, c'est pour vous donner des notions de ce qu'il existe comme plateforme de collecte en ligne, et plus spécifiquement celle dédiée aux associations. Donc la particularité du don en ligne, on l'a compris, c'est de permettre à l'association de s'assurer une trésorerie finalement en mobilisant peu de ressources. Ça va être un moyen assez simple et d'autant plus selon le choix des plateformes. Il y en a des plus ou moins simples et celle qu'on évoque ici, la plus utilisée en France par les associations, Hello Asso. Donc elle est simple, elle est rapide, elle est vérifiée, on ne peut pas créer son compte comme ça et collecter et lancer une campagne comme ça. Il faut déposer ses statuts sur la plateforme, sa parution au JO, la liste des administrateurs. Donc il y a une vérification, il y a un contrôle qui sont de manière à rassurer. Et ensuite, l'association pourra lancer sa campagne via l'espace personnel sur la plateforme. Alors, les avantages non négligeables de cette plateforme, c'est que l'association pourra personnaliser son formulaire de don, qu'elle pourra intégrer aussi à son propre site web. La plateforme, elle va générer automatiquement le reçu fiscal vis-à-vis du donateur. Donc, tout cet administratif est géré directement par la plateforme. Et puis, avantage aussi non négligeable, il n'y a pas de frais qui sont prélevés sur les dons versés par cette plateforme. Elle va se financer uniquement par les pourboires que les donateurs ont la possibilité de verser au moment de leur don. Alors, en évoquant rapidement d'autres plateformes, il y en a une, AssoConnect, je te laisse peut-être en parler, Jean-François. Oui, effectivement. Alors,
C'est une société à se connect, hein, une équipe de jeunes assez dynamiques qui propose quelque chose d'un peu alternatif aux autres plateformes, puisque ils proposent de faire un ERP, un mini ERP destiné aux associations. Je m'explique. À la fois, vous pouvez faire des campagnes de dons, mais vous pouvez aussi organiser des événements, gérer votre site internet, gérer la liste des adhérents. Donc, c'est tout un tas de petites solutions, de petits modules pour les associations. Il y a aussi des remboursements de frais, voilà, qui permet d'avoir un outil unique qui va même jusqu'à la partie comptable avec, dans la plupart des cas, la nécessité derrière de récupérer les éléments pour les experts comptables pour proposer des états financiers, je dirais, conformes à la réglementation juridique et fiscale. Mais voilà, il y a ce type de solution qui coûte mécaniquement un peu plus cher, mais qui permet d'avoir à la fois des dons intégrés à un outil comptable et à la fois la gestion des cotisants, la gestion des bases de données bénévoles, etc. Donc voilà pour ce type d'outils qui peuvent être intéressants pour certaines associations parce que clé en main. Merci Jean-François. Alors les autres plateformes, on les cite, hein, il y en a d'autres, hein, on n'a pas été exhaustif, mais il faut les connaître. Après, l'association devra vraiment choisir celle qui lui convient le mieux dans son fonctionnement et aussi l'image qu'elle veut donner, hein, parce que la plateforme, c'est pas neutre, elle va véhiculer aussi une image. Donc il y a d'autres plateformes qui, elles, prélèvent des frais, soit en pourcentage, soit à l'inscription. Donc il y a Comeon, Eraser et alors GoFundMe qui est une très importante plateforme internationale, mais qui pour le coup n'est pas forcément adaptée à la France, hein, puisqu'elle ne va pas générer les reçus fiscaux par exemple. Et puis il y a des frais de transaction un peu plus élevés. Mais bon, ce qui est important, voilà, c'est de faire son choix, d'aller regarder, se faire sa propre opinion, de tester et choisir celle qui ressemble le mieux et la plus simple pour l'association. Sachant que, excusez-moi, justement, juste une petite précision sur les plateformes. Les plateformes, ce sont des sociétés commerciales et qui doivent respecter un certain nombre de formalismes et être déclarées au niveau de l'AMF. Donc, il faut bien veiller. C'est pour cette raison on parle de LOSO, parce que c'est une plateforme qui est bien installée, qui est bien déclarée et qui exerce une activité régulière. Mais il faut s'assurer à chaque fois où on fait appel dans le choix de la plateforme qu'on s'adresse à une plateforme qui est bien déclarée auprès de l'AMF. Voilà, sachant que le passage par une plateforme à date ne vous enlève pas vos obligations fiscales et que vous devez de bien suivre la trace, la piste d'audit entre le donateur et vous et l'émission des rescrits fiscaux. Donc, à date, à mon avis, mais c'est un avis personnel, on va aller vers, comme les logiciels de caisse l'ont eu, une obligation de certification fiscale d'ici quelques temps, mais à date, nous n'avons pas ces éléments-là. Donc, vous devez vous assurer de la conformité des plateformes en tant qu'association. Oui, c'est très important, effectivement. L'association reste responsable de sa campagne. Alors, on voulait juste évoquer aussi un dernier point sur les collectes, la possibilité pour les associations et notamment les plus petites associations pour qui le lancement d'une campagne pourrait faire peur, effrayer dans sa mise en œuvre, dans toute la gestion derrière. Les associations peuvent effectuer leur collecte à travers une fondation abritante. Les fondations abritantes, d'ailleurs, lancent cette possibilité sur leur site avec des conventions à signer avec les associations. Elles offrent la possibilité donc de flécher un projet au sein de leur fondation, spécifiquement pour un projet que vous auriez vous, l'association aurait, ou alors vous êtes sur un des projets de la fondation et vous avez une répartition des ressources qui est faite à votre profit et qui est spécifiée dans la déclaration faite au préalable au moment du lancement de la campagne.
Hein, le formulaire de déclaration préalable explique bien que lorsque la campagne est menée conjointement par plusieurs organismes, il faut déclarer les conditions de répartition des ressources collectées au départ. Alors, vous pouvez vous faire abriter par une fondation abritante ou parler de ça à vos associations clientes. La campagne peut aussi être une campagne conjointe, c'est-à-dire plusieurs associations entre elles qui mutualisent la collecte. Voilà, donc c'est une possibilité pour ne pas se lancer tout seul dans les campagnes de collecte. Oui, parce qu'une campagne, c'est pas si facile que ça, et notamment, on a toute une réglementation qui est associée. Et du coup, on a une réglementation d'un nouveau mot qui a changé il y a quelques temps, qui s'appelle l'appel à la générosité publique du public. Donc, je vais laisser la parole à Jeanne qui va nous en parler un peu plus en détail. C'est moi, Jean-François, qui va en parler. Ah, pardon. Toutes mes excuses. Et comme le disait Jean-François, la notion, voilà, elle a évolué dans le temps. On parlait il y a un moment d'appel à la générosité du public, les fameuses AGP. On est revenu pendant un certain temps à la notion d'APG, donc qui était une notion un peu plus restreinte, hein, moins large que l'AGP, qui n'était pas vraiment définie d'ailleurs, hein, l'APG, qui nous posait des soucis d'interprétation. Et puis là, dernièrement, on est revenu, hein, on va en parler, à cette notion d'appel à la générosité du public. Donc c'est défini comme une sollicitation active du grand public, hein, et le terme actif, là aussi, poser des questions, notamment quand on va chercher des mécènes en bilatéral et qu'on n'est pas sur du grand public. Hein. Est-ce qu'on rentrait dans cette définition de l'AGP ou pas, hein, et c'est pas encore tranché, hein, Jean-François y reviendra. Voilà, et donc dans le but de collecter des fonds, bien évidemment, destinés à financer une cause définie. On est sur des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, voilà, c'est assez large. Donc cette obligation de déclaration préalable de lancement, elle est née de la loi du 7 août 91, et à ce moment-là, il n'y avait pas de seuil, c'est-à-dire que quand on lançait une campagne, quand on était considéré comme faisant appel à la générosité du public, il n'y avait pas de seuil, c'est-à-dire que dès le premier euro collecté, on rentrait dans cette définition de l'AGP, et à l'époque, on était même considéré comme une EIP, une entité d'intérêt public, ce qui amenait à des situations parfois sur un mandat ou une association qui collectait à travers un petit bouton sur son site 300 malheureux euros, et ça faisait rentrer le mandat, je l'ai vécu, comme étant un mandat EIP avec toutes les contraintes et contrôles derrière liés à cela. Donc ça, le décret du 22 mai 2019 a fixé un seuil. Donc déjà, on n'était plus au premier euro, mais on était au seuil de 153 000 euros. Et on reviendra aussi sur ce seuil, hein, qui entraîne, que ce soit des dons collectés ou les subventions reçues pour les associations, l'obligation de certification des comptes par un commissaire aux comptes, hein, pour cette association. Donc c'est pas anodin. Et cette notion de seuil, hein, de 153 000 euros, qui va entraîner l'appel, enfin, d'autres obligations liées à l'appel à la générosité du public. À l'époque, il y avait la présentation du Code d'emploi des ressources, hein, qui s'est élargie avec le nouveau règlement comptable. On va y revenir. Alors, sur les clarifications récentes qui sont arrivées avec la loi du 1er juillet 2021, hein, juste l'été dernier, comme vous disait, hein, c'est qu'on est revenu à cette notion d'appel à la générosité du public. Alors, ce qui permet de reclarifier certaines choses, mais pas encore tout, on y reviendra. On ne parle plus de dons collectés, mais on parle de notion de ressources collectées. Et la loi du 1er juillet a aussi
clarifier le fait générateur de la déclaration préalable. C'est évidemment en amont du lancement de la campagne et l'année où on franchit, où on pense franchir le seuil de 153 000 €, c'est au cours de cet exercice. Alors, pour revenir sur les obligations nées du nouveau règlement ANSSI 2018-06, ce nouveau règlement qui devait nous simplifier le compte d'emploi annuel des ressources, nous a ajouté pas mal de choses. Et plus particulièrement, donc, les états annexes doivent être enrichis dès qu'il y a cette notion d'appel à la générosité du public. Par exemple, le tableau de variation des fonds propres doit bien identifier la part AGP. Le tableau de variation des immobilisations doit faire apparaître une ligne qui concerne les legs destinés à excéder. Et ensuite, on a les 3 tableaux liés au compte d'emploi des ressources, le compte de résultat par origine et destination, le fameux CROD, le tableau de passage et le CVR. Donc ces tableaux qui sont obligatoires dès que l'on est considéré comme faisant appel à la générosité du public. Et bien évidemment, l'annexe doit également exposer les modalités d'élaboration et d'affectation des coûts, les principes d'affectation des différents coûts liés à l'AGP. Alors Jean-François, tu peux peut-être compléter avec les derniers éléments liés à la journée association. Oui, effectivement, on a eu la chance, comme chaque année, d'avoir une journée de la compagnie la semaine dernière. Et je pense qu'il est important pour nous, experts comptables, quand on est dans ce rôle-là, d'avoir en tête que ce seuil de 153 000 € est essentiel par rapport à la sécurisation de notre travail. Donc, pour faire simple, si vous avez plus de 153 000 € de dons, il faut vraiment vous poser la question, dois-je avoir un CAC ou pas, et quelles sont les conséquences, et prévenir l'association. Comme l'a dit Delphine, si ça se passe pendant l'année, il faut normalement nommer avant la fin de l'année un commissaire aux comptes. Par ailleurs, il faut avoir en tête que si vous êtes dans des donations pour des cercles restreints, ça ne rentre pas dans le seuil de 153 000 €. Donc, il existe des possibilités pour que vous ayez plus de 153 000 € de dons, mais si tous ces dons n'emmènent pas de reçu fiscal, si certains sont faits pour un cercle restreint, si enfin il n'y a pas de proposition active, c'est-à-dire si vous avez des grands donateurs depuis 15 ans qui vous donnent tous les ans, mais que vous ne sollicitez pas, il est possible de les exclure de l'AGP. Et donc, de justifier que vous n'avez pas les obligations des 153 000 puisque l'appel à la générosité publique n'est pas fait sur la totalité des dons. Donc, on voit bien qu'on peut, pour être clair, s'en sortir et trouver des argumentaires pour expliquer pour quelles raisons l'association n'a pas dépassé le seuil de 153 000 €. Mais nous, on tient vraiment à ce que vous ayez en tête que si vous avez plus de 153 000 € de dons dans un dossier, il faut impérativement que vous ayez matérialisé dans votre dossier de travail et dans la communication à votre client pourquoi il a été retenu la position de ne pas nommer un CAC et de ne pas satisfaire les obligations. Petite précision sur ce point-là, nous évoquons principalement ici les associations loi 1901. Nous ne traitons pas des fonds de dotation, des associations loi 1902, 1900 têtes, associations cultuelles et des fondations, parce qu'on ne peut pas tout faire dans le temps imparti. Voilà. Donc voilà sur cette précision. Donc s'il faut retenir une chose, je pense que ça, c'est une des plus importantes. N'ayez pas un dossier de travail avec une association qui reçoit plus de 153 000 € sans vous être posé la question et sans avoir répondu à cette question, qui est une vraie question, qui a ses difficultés. Et d'ailleurs, il y a pas mal de questions qui sont encore en discussion. Sachant que, pour compléter justement les informations, les précisions données par Jean-François,
Là, lorsqu'on parle des obligations du nouveau règlement comptable, l'accent est mise surtout sur le système d'information, parce que pour pouvoir après traiter convenablement toutes les données, le système d'information de l'association, il doit être bien capable justement de nous donner des informations fiables pour pouvoir produire pour pouvoir remplir toutes les obligations comptable en matière de CER, CRUD et tout le reste. Et donc alors, là, je pense qu'on va pouvoir parler un peu de la fiscalité, ouais. puisqu'il y a des règles de base, mais on a toujours des petites actualités. Lorsqu'on parle de fiscalité, et d'ailleurs c'est ce que Jean-François a expliqué tout à l'heure, c'est que la motivation de faire un don, ça peut être une motivation fiscale pour avoir le fameux reçu fiscal et la réduction qui va avec. Il faut se dire que les dons en ligne peuvent donner lieu à l'émission des reçus fiscaux, mais pas d'une manière systématique. Pour pouvoir émettre un reçu fiscal, il faut être une association, soit reconnue d'intérêt général ou reconnue d'utilité publique. La notion d'intérêt général, c'est une notion qui est fiscale. Pour pouvoir émettre des reçus fiscaux, il faut respecter un certain nombre de conditions. Donc, si l'association reçoit des dons en ligne, l'émission des reçus fiscaux ne peut pas être faite d'une manière systématique. Il faut faire une sorte d'analyse pour pouvoir si on remplit les conditions qui sont exigées par l'administration fiscale. Les conditions sont l'exercice d'une activité en France, l'absence de la contrepartie, l'intérêt général, la gestion des intéressés et l'activité non lucrative, l'exercice dans un cercle ouvert et surtout le respect des conditions de forme par rapport au reçu fiscal en tant que document émis par l'association. Il y a une notion, la notion de l'absence de contrepartie fiscale qu'on a évoquée lorsqu'on a parlé au départ de la différence du don en tant que la spécificité du don en tant que financement participatif. Elle se définit selon la qualité du donateur. Si on est un donateur personne physique, la contrepartie que l'association a la possibilité d'offrir au donateur pour le remercier ou le fidéliser doit être symbolique sans excéder 25% du montant du don avec un plafond qui est un plafond fiscal de 65 €. Pour les personnes morales, l'analyse est plus subtile parce qu'on parle de la proportionnalité entre le don et la valorisation de la contrepartie, sachant que la valorisation de la contrepartie, elle est faite par le donateur. Si on n'a pas cette disproportion marquée et manifeste entre le don et la valorisation de la contrepartie, le don devient un parrainage. Et lorsqu'on parle de parrainage, on n'a plus le droit à la réduction d'impôt. Pour justement ce type disons d'aide financière, le parrainage, on peut donner comme exemple les prestations publicitaires. Le reçu fiscal, on est bien d'accord qu'il donne le droit à une réduction d'impôt. Pour les personnes physiques, la réduction elle est de 66% de la somme versée, dans la limite de 20% du revenu global. Et lorsque on fait le don à une association qui offre des soins, un toit ou un repas aux personnes en difficulté,
la réduction elle devient plus importante, à savoir 75% de la somme versée dans la limite de 1 000 €. Pour les personnes morales, la réduction d'impôt elle est de 60% de la somme versée dans la limite de 0,5 du chiffre d'affaires. Lorsque l'association, et c'est un point réellement de vigilance en tant que professionnel, lorsque on est obligé de descendre et de vérifier que les conditions elles sont remplies. Parce que derrière, il y a un contrôle qui peut être mis en place par l'administration fiscale. Et en cas de délivrance de ce qu'on appelle les reçus fiscaux irréguliers, il y a une sanction qui est prévue, à savoir une amende qui peut être le montant qui peut aller jusqu'au montant de l'avantage fiscal octroyé. Donc ça, c'est le socle de base pour le traitement de dons. Donc les notions qu'on est censé retenir, c'est principalement pour les associations de petite et de moyenne taille, c'est la notion d'intérêt général. Il faut, en tant que professionnel, veiller à ce que l'association elle entre dans ce champ-là, et il y a des moyens. Bien sûr qu'on ne va pas évoquer dans le détail lors de notre matinale, mais le principal outil, c'est le rescrit fiscal. D'écrire, faire une demande auprès de l'administration pour lui expliquer réellement la réalité de la chose et obtenir la position de l'administration pour l'émission des reçus fiscaux. Je passe la parole à Jean-François pour évoquer les nouveautés par rapport au socle fiscal des dons. Oui, alors des nouveautés, il y en a quand même quelques-unes, puisque la loi du 24 août a précisé un certain nombre de choses. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il y a une nouvelle déclaration sur la partie dons. Il faut que toutes les associations qui émettent des reçus fiscaux déclarent le montant global des dons, donc le montant total, pas le détail, pour l'instant, parce qu'il est possible que d'ici quelques temps, on nous demande le détail. On connaît le besoin d'information de l'administration fiscale, et c'est tout à fait normal quand on voit les volumes d'exonération d'impôt sur le revenu qui concernent les dons. Donc, le montant global des dons est versement mentionné sur les documents perçus au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre de documents délivrés. Donc, concrètement, pour l'instant, vous aurez à dire le nombre de reçus fiscaux, le montant total. Rien n'oblige les organismes faisant appel à la générosité publique à dire qui sont les particuliers, pour l'instant, ou entreprises destinataires des reçus fiscaux. Donc, c'est un point important. L'objectif de l'administration fiscale, c'est de dire il n'y a pas eu de possibilité de contrôle depuis des dizaines d'années sur le crédit d'impôt qui est accordé aux reçus fiscaux. Donc, ils souhaitent rentrer dans ce sujet pour avoir une visibilité qui ne paraît pas choquant quand on regarde le montant des crédits apportés. Alors, on voulait rajouter un petit point très pratico-pratique. Donc, la future déclaration, on en a parlé. Comment ça va se faire? Parce que il faut savoir quand même que c'est à partir du 31 décembre 2021. Donc, en 2022, vous aurez à déclarer soit avec l'alias fiscale si votre association paye de l'impôt société, donc il y a une annexe qui est prévue pour, soit avec la déclaration des revenus du patrimoine si vous avez des produits financiers qui ramènent des intérêts et que vous avez une obligation déclarative par rapport à ça, soit avec un formulaire qui est à paraître pour les associations qui émettent des reçus fiscaux mais qui ne sont ni dans le premier cas ni dans le deuxième cas. Donc là-dessus, normalement la date c'est le 2 mai 2022 et il y aura une tolérance au 31 décembre 2022 sur ce sujet-là. Enfin, un dernier point sur la vigilance. Il a été précisé les contrôles possibles sur la conformité des reçus fiscaux. Donc aujourd'hui, l'administration peut venir contrôler une association qui émet des reçus fiscaux pour valider sa conformité, la conformité de ses reçus fiscaux. Alors, reçus fiscaux particuliers,
donc sur les plateformes de dons en ligne, mais aussi reçus fiscaux entreprises. Et par rapport aux dons en ligne, on vous invite à être très vigilant sur les notions de chronologie, puisque souvent, on a en fait des CERFA chronologiques pour les dons reçus directement par l'association, et puis on a des plateformes où on reçoit des dons avec une autre chronologie. Donc, ayez en tête de bien planifier ça, parce que normalement, il y a une notion de chronologie à respecter pour que l'exhaustivité des reçus fiscaux émis puisse être suivie. C'est tout ce qu'il y a derrière la notion de piste d'audit fiable. Donc, voilà. Et enfin, point de vigilance sur la partie validation d'intérêt général, dont Gienne a déjà beaucoup parlé. C'est un vrai point à formaliser dans vos dossiers. Et n'hésitez pas à faire un rescrit. Nous ferons peut-être un webinaire sur les rescrits fiscaux un de ces jours pour en parler un peu plus en détail. Alors, il y a d'autres points de vigilance dont on veut aussi vous parler, parce que pour nous, c'est important que vous ayez en tête qu'à partir du moment où votre association fait des dons en ligne, elle doit satisfaire un certain nombre d'obligations. Donc, c'est important d'avoir ces éléments en tête. Alors, le premier élément en tête, c'est qu'il existe une nouvelle obligation qui a été instituée par la loi du 24 août confortant le respect des principes de la République. Donc, le respect des principes de la République, c'est trois choses. La liberté, l'égalité, la fraternité. Je pense que pour ceux enfin, beaucoup de gens connaissent ces trois termes. Mais concrètement, l'association, elle doit absolument représenter et ne pas mettre en péril les symboles de la République. Donc, c'est assez général, mais c'est important. La deuxième chose, c'est la question de la laïcité qui doit être absolument défendue. Et la troisième chose, c'est la question de l'ordre public qui doit être maintenu et l'association ne doit pas porter atteinte à l'ordre public. Alors, ça paraît simple comme ça, mais ça, et là on sort un peu du sujet, mais on pensait que c'était très important de vous en parler parce que ça va avoir un effet sur l'organisation interne des associations qui reçoivent des subventions. Donc pour les dons en ligne, vous êtes tranquille pour l'instant, mais pour celles qui reçoivent les subventions, ce contrat d'engagement républicain, il va avoir des conséquences puisque vous devrez vous assurer que tout le monde, bénévoles, salariés, mandataires, est au courant de ce contrat d'engagement et s'engage à respecter ces conditions. Donc ça, c'est la première chose sur la loi du 24 août. La deuxième qui nous concerne un petit peu plus, c'est l'état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger. Donc là, ça concerne les personnes morales, les personnes physiques et les fiducies qui donnent à des associations et qui viennent de l'étranger. C'est une entrée en vigueur au 1er janvier 2023. Donc on a un peu de temps, sauf que nous, on vous recommande que dès 2022, vous ayez anticipé ce sujet puisque vous aurez dans les annexes l'obligation à compter de 2023 d'en parler, donc de présenter par catégorie, personnes physiques, personnes morales, fiducie, les dons qui ont été reçus par des personnes morales étrangères. Et il y aura mécaniquement la comparabilité à 2022. Ça veut donc dire qu'en 2022, vous êtes obligé d'organiser la comptabilité pour être en mesure de sortir ces données. Or, ce n'est pas toujours facile pour plusieurs raisons, parce que dans la comptabilité de beaucoup d'associations, les dons reçus de personnes morales ou de personnes physiques étrangères ne sont pas dans un compte spécifique et il est difficile d'en avoir la source. Donc, on vous invite à sensibiliser là-dessus si vous avez des associations qui reçoivent des dons de l'étranger. D'autre part, il est très important d'avoir en tête que quand vous faites appel à des plateformes en ligne, vous n'avez pas forcément la donnée. Donc, il peut y avoir un questionnement à poser sur quels sont les donateurs, y a-t-il des donateurs, personnes physiques étrangères, personnes morales étrangères, comment je fais ce suivi? Parce que l'année 2022, c'est l'occasion de commencer à organiser les procédures et les process pour qu'en 2023, vous soyez en capacité d'avoir ces données, de les mentionner dans les annexes. Donc, voilà sur ce point des nouvelles obligations sur la loi 2023. Alors, sur la lutte anti-blanchiment, on voulait vous rappeler qu'il y a une obligation de vigilance et que les dernières normes liées à la LAB rappellent que c'est plus qu'une prudence. Les experts comptables doivent faire preuve de vigilance et les associations et le secteur non lucratif n'est pas exclu. Donc, vous devez absolument avoir la même procédure de lutte anti-blanchiment et de transparence que sur les entreprises. Or, on constate que ce n'est pas toujours le cas dans les dossiers. Donc, les contrôles d'identité, c'est une obligation.
L'important, ce n'est plus d'identifier que le client et d'avoir les références préfectorales de l'association. Il faut aussi s'assurer de la véracité des informations, donc s'assurer que les informations qui vous sont présentées sont conformes. Sans ça, vous ne devez pas débuter votre mission. Et nous, on considère que c'est l'association, ses dirigeants et les personnes morales si jamais il y a des membres de droit. Donc là, il y a un vrai point de vigilance. Enfin, il est à noter que Tracfin, dans un certain nombre de rapports, a rappelé que le secteur associatif était un secteur à risque, puisque pour les associations qui travaillent avec l'international, il y a une opacité plus grande que pour les entreprises. Donc, on souhaitait ici vous rappeler que les fonds reçus, et si vous avez un doute sur l'origine des fonds, c'est quelque chose de très important à travailler et donc vous avez l'obligation de déclarer à partir du moment où vous avez un soupçon. Donc, c'est quelque chose de possible. On sait que c'est jamais très agréable. Ceci étant dit, c'est notre obligation. Donc, c'est important de formaliser correctement dans les dossiers et de communiquer auprès des clients sur les obligations par rapport à cette lutte anti-blanchiment que les experts comptables ont, mais plus généralement que le monde associatif a. Alors, sur la partie RGPD, étant donné le temps qui passe, je voulais vous rappeler les obligations principales. Alors, on vous donnera un détail plus exhaustif dans la présentation définitive qui vous sera envoyée suite à ce webinaire. Ce qui est très important de noter, c'est que le don en ligne a modifié la manière de collecter les informations. Et donc aujourd'hui, on observe que dans le monde associatif, on a souvent deux sources d'informations. On a celle des dons historiques et celle des plateformes de dons. Les associations sont soumises à la réglementation sur la protection des données. Beaucoup d'associations, et c'est le constat qui a été fait dans une étude menée par un cabinet d'analyse en informatique récemment, ne sont pas conformes du point de vue des règlements et de la protection des données. Donc nous, on a quelques remarques simples à vous faire. La première, le consentement est essentiel dans la réglementation. Donc quand vous faites des campagnes de dons, vous devez impérativement laisser la possibilité aux donateurs de se désinscrire de ces campagnes. C'est le minimum pour satisfaire la réglementation RGPD. Deuxièmement, la réglementation RGPD vous impose la destruction des données et une information sur la destruction des données. Donc, quand on regarde toute la partie dons en ligne ou dons classiques, c'est 10 ans, alors entre 3 et 5 ans, 5 ans minimum pour la conservation des dons et des reçus fiscaux associés. Mais étant donné que dans certains cas, l'administration fiscale peut éteindre jusqu'à 10 ans, nous on conseille de faire une conservation à 10 ans. Et si vous avez des donateurs qui sortent, de supprimer leurs informations après 10 ans. Enfin, si vous avez des campagnes long terme, vous pouvez avoir des bases de données, une base de données n'étant qu'un fichier Excel parfois, qui ont des donateurs qui datent de plus de 20 ou 30 ans. Ce n'est pas grave. Ceci étant dit, c'est important de permettre aux donateurs de pouvoir supprimer leurs données. C'est quelque chose d'obligatoire. Voilà. Enfin, on souhaitait vous rappeler ici que si jamais vous êtes victime de hacking divers ou variés, vous devez déclarer dans les 72 heures à la CNIL que vous avez été victime, que des données ont été prises ou corrompues. Donc, c'est une obligation déclarative qui vous protège, puisque si cette déclaration est faite, vous êtes protégé des conséquences possibles de ce vol de données. Si vous ne le faites pas et que derrière, votre base de données est utilisée à mauvais escient pour pouvoir aller attaquer vos donateurs, vous êtes considéré comme responsable. Donc, ayez en tête que si vous avez un problème de hacking informatique dans le cadre d'une association, la première chose à leur dire, c'est de faire la déclaration CNIL qui les protège. Donc voilà sur cette partie RGPD, il est 10h31. On arrive à la conclusion et aux questions. Alors, avant de prendre les questions, on voulait vous rappeler que le 7 juillet, vous pouvez noter dans vos agendas, on va faire une grande journée des associations avec l'Ordre d'Île-de-France et qu'on sera ravis de vous accueillir pour discuter de tous les sujets d'actualité autour du monde associatif
et pour, au travers d'une journée, vous donner le plus d'informations possible et vous former sur les sujets associations. Le sujet des associations est pour nous essentiel parce que c'est un sujet qui est important pour la société en général, mais aussi pour les cabinets, car il est nécessaire de se former et de s'informer sur un monde spécifique, passionnant, mais qui a ses particularités. Donc voilà, j'ai un peu trop parlé, je m'en excuse, il est 10h32. Je propose qu'on prenne peut-être quelques questions. Alors Jean-François, on a pas mal de questions dans le chat. Alors il y en a une, le financement participatif peut-il faire l'objet d'une défiscalisation? Alors c'est une bonne question. Peut-être, Jeanne, je te laisse donner les éléments et je compléterai. Ou tu souhaites que j'essaie de répondre? C'est vrai que moi, de mon côté, on n'a pas abordé ce sujet, mais c'est un point sur lequel on pourra travailler dans les jours à venir pour vous apporter une réponse. Oui, effectivement. La difficulté du financement participatif, c'est bien de définir qu'est-ce que ce financement. Parce que derrière le crowdfunding, là, on a un mot anglais qui est très très large en fait. Hein, c'est le fait de financer par la foule. Financer par la foule, la question c'est qu'est-ce qu'on finance? Soit la foule, elle peut donner, elle peut prêter, elle peut acheter des produits. Donc, si elle donne, on peut réfléchir à un reçu fiscal avec des problématiques particulières de formalisation. Si elle prête, bien évidemment que non. Et si elle achète un produit, vous êtes dans la notion de contrepartie qui a été abordée tout à l'heure. Alors une autre question sur les outils CRM. Est-ce qu'il existe sur le marché des outils CRM de gestion associative, donc cotisation intégrée connectée avec les logiciels d'expertise comptable? Donc Jean-François, tu as évoqué AssoConnect. Alors oui, effectivement, nous, on travaille un peu avec eux parce que c'est une start-up très dynamique et qui est vraiment à l'écoute, on trouve, du secteur non lucratif. Il en existe forcément d'autres. J'avoue être limité parce que étant satisfait d'AssoConnect et nos clients aussi, mais ça c'est un outil qui est efficace sur ce point-là. Alors, et sur la question des outils, je pense que c'est important de rappeler que c'est toujours un investissement pour une association de se lancer dans ce projet et pour un expert comptable aussi, parce que souvent c'est nous qui accompagnons. Ceci étant dit, le gain administratif derrière est tel que ça paraît aujourd'hui important de travailler sur ces sujets-là, d'autant que l'objet de ce webinaire, c'est quand même de vous rappeler que le don en ligne, si vous ne l'avez pas compris, on n'a pas le choix, mais on y va. Donc, le fait d'avoir des outils qui automatisent toutes ces campagnes, ça paraît très important dans les perspectives d'avenir des associations qui le font. Et de toute façon, on revient sur le sujet de la mise en place d'un bon système d'information. Parce que si le dépassement de seuil impose ou met en place des obligations à respecter, il faut derrière s'assurer que de la qualité du traitement de l'information qui est reçue. Les dons à l'étranger, même la production de l'annexe, lorsqu'on est dans l'obligation de produire tout ce qui est CER, et on est obligé de veiller à ce que le système d'information qui est mis en place permet justement la production fiable des informations. Alors, une question sur une association qui se lance pour la première fois dans une campagne de collecte, qui ne veut pas savoir quel seuil de don elle va atteindre. La déclaration préalable à la préfecture reste-t-elle applicable? Alors moi, ce que je comprends… La réponse est oui. La réponse est oui. En fait, la réponse est oui. Bien sûr. C'est pas le montant du don qui décide de la déclaration préalable, comme l'a évoqué Delphine.
Alors, ce qu'on vous propose, puisqu'on voit le temps qui passe, on va peut-être prendre une dernière question. Et puis, ensuite, on vous fait faire un tout petit exercice et on vous laisse tranquille pour que vous puissiez retourner à vos occupations. Là, Alors, on a une petite question. Peut-on avoir un reçu fiscal à un donateur français non résident fiscal? Alors bien sûr, après, Oui. quand vous avez ces questions-là, on peut tout à fait émettre un reçu fiscal de droit français à un donateur américain. La question que lui devra se poser, c'est est-ce que dans son pays, les reçus fiscaux étrangers sont déductibles? Dans la quasi-totalité des pays, la réponse est non. En France, si vous avez un reçu fiscal américain, c'est super, mais vous ne pourrez pas le déduire. Donc, ayez cette vigilance. Et oui, c'est possible. Après, la question, c'est quel intérêt et est-ce qu'il existe une imposition en France sur lequel il peut déduire ce don? C'est ça, en fait, le fait que le reçu fiscal soit émis, ça ne veut pas forcément dire qu'il va être utilisé. Et même pour vous dire, lorsqu'on a vu les conditions de l'émission des reçus fiscaux, on a parlé notamment de l'obligation d'avoir une activité en France. On n'a pas voulu aborder une petite exception qui est prévue pour les dons qui sont faits par des associations étrangères. L'émission de reçus fiscaux est possible sous certaines conditions, notamment l'exercice de l'activité au sein de l'espace économique européen. La question, et ça c'est en complément de la réponse de Jean-François, c'est que de toute façon, c'est des conventions bilatérales, fiscales bilatérales, d'échanges entre les pays qui permettent justement de répondre à ce genre de questions. Bon, alors, il y a encore quelques questions, on essaiera d'y répondre après. Moi, je voulais finir par un dernier petit exercice avant de vous laisser. On a évoqué au début les dons en numéraire, en fait. Quand je vous ai demandé d'écrire les dons en numéraire, je voudrais vous demander de faire un deuxième exercice pour tous ceux qui le font, parce que une des chances du monde associatif, c'est que souvent, on est passionné. On est passionné par ce que font nos clients quand on est expert comptable ou quand on est au sein du monde associatif, on est très investi, parfois dans d'autres associations. Alors, je vous demanderais d'essayer de réfléchir à, par an, quel est le nombre d'heures que vous consacrez à des engagements bénévoles divers et variés. Voilà, donc prenez le temps de dire qu'est-ce que vous faites à titre bénévole. Alors, ça peut être des dossiers sur lesquels finalement vous surinvestissez, mais c'est du temps pro bono. Ça peut être des engagements dans les instances, ça peut être des associations ou des amis qui montent des projets associatifs que vous aidez. Voilà, ça peut être de l'aide aussi au tissu local économique pour les entreprises en difficulté. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait quand on regarde qui peuvent donner lieu à des heures de bénévolat. Donc essayez de prendre ces heures et de faire peut-être un état des lieux. Et ensuite, prenez votre taux horaire. Donc je ne sais pas combien vous gagnez, mais vous devez sûrement le savoir. Vous pouvez rajouter les charges sociales et puis vous multipliez l'un par l'autre. Et ça va vous donner en fait les contributions volontaires en nature que vous donnez tous les ans, que vous ne valorisez pas au travers de conventions de mécénat de compétences, que vous pourriez valoriser à un moment donné. Et vous verrez que peut-être, je dis bien peut-être, ce montant sera largement supérieur au montant que vous avez fait au début. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a des dons en numéraire qui sont très bien fléchés, mais on a tout un engagement bénévole d'une partie de la profession et aussi des dirigeants du monde associatif qui, lui, pour le coup, n'est pas valorisé et n'est pas visible auprès de l'État et des instances. Moi, je considère que c'est quelque chose qui conviendrait de faire évoluer. Et d'ailleurs, la loi, comme vous l'avez vu, on parlait de dons et au fur et à mesure dans les slides, on a parlé de ressources. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ces ressources de mécénat vont progressivement avoir les mêmes obligations déclaratives que les obligations de dons donnant lieu à des reçus fiscaux, que les conventions de mécénat vont devenir impératives. Donc, tous ces éléments-là,
c'est autant de réflexions à mener pour pouvoir, valoriser le temps bénévole qui sont passés par les cabinets d'expertise comptable et aussi par certaines associations qui aident les autres. Et je pense que c'est très important de faire ce travail pour montrer l'apport bénévole que peut avoir un secteur, un cabinet, une association, parce que c'est la preuve de l'engagement associatif. Et quand on parle de RSE, la politique de responsabilité sociale des entreprises, c'est aussi l'engagement sociétal. Et c'est très important de le mettre en avant, ça permet de le mesurer. Donc, voilà sur ce dernier point. Je note une question sur les honoraires de l'expert comptable sur le financement en compétences. Oui, c'est possible, mais attention, c'est pas au prix de vente. C'est au coût du travail. Donc, on peut faire du mécénat de compétences, mais au coût du travail et non au prix de vente. Voilà, écoutez, merci à tous pour votre écoute. JN, Delphine, est-ce que vous avez un dernier mot ou tout est dit? Tout est dit, je pense, Jean-François. Bon, merci à tous pour votre écoute. L'importance des dons. Vous pouvez tout de suite noter dans vos agendas le 7 juillet et puis on va revenir vers vous assez rapidement pour vous donner le menu d'une journée qu'on espère chargée et pleine de surprises. À bientôt. Au revoir. Au revoir.